Au cours de la Première Guerre mondiale, les femmes intègrent le marché du travail, remplaçant dans les usines et les bureaux les hommes partis au combat. Puisqu'elles sont alors moins bien rémunérées que les hommes pour un même emploi, leur présence sur le marché du travail nuit à l'embauche de ces derniers lorsqu'ils reviennent de la guerre, leur fait concurrence, ce qui engendre entre autres une baisse de salaire pour eux. C'est dans ce contexte que le gouvernement québécois adopte en 1919 la loi sur le salaire minimum des femmes. Cette loi a comme objectif d'améliorer la situation économique des hommes en freinant la baisse de leur salaire. Au cours des années 1930, les premières méthodes d'évaluation des emplois font leur apparition. Les femmes sont alors toujours minoritaires sur le marché du travail. Pour cette raison, les méthodes d'évaluation des emplois, essentiellement conçues dans le but d'évaluer le travail masculin, ignorent ou sous-estiment les caractéristiques propres au travail féminin. Pendant les années 1960 et 1970, la présence des femmes sur le marché du travail augmente rapidement. Le revenu moyen d'une femme demeure cependant de beaucoup inférieur à celui d'un homme. Pendant cette même période, on assiste à l'adoption de plusieurs conventions et ententes internationales qui établissent le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale comme un droit fondamental de la personne. En 1977, l'engagement du Canada en faveur de l'équité salariale est traduit en droit canadien par l'entrée en vigueur de la loi canadienne sur les droits de la personne, dont l'article 11 interdit la discrimination salariale entre les femmes et les hommes qui exécutent des fonctions équivalentes. Au Québec, c'est en 1975 que le principe de l'équité salariale est reconnu lors de l'adoption de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. En effet, l'article 19 de la Charte prévoit que tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit. Cependant, le processus de plainte est complexe et s'avère inefficace en matière de discrimination systémique fondée sur le sexe. Le processus est long, coûteux et extrêmement exigeant pour les travailleuses québécoises qui déposent une plainte. C'est en réponse à ce constat que la Coalition en faveur de l'équité salariale naît en 1989. Elle rassemble des groupes de femmes, des militantes et des syndicats qui demandent l'adoption d'une loi proactive visant à contrer la discrimination systémique fondée sur le sexe. La création de cette coalition marque l'intensification de la mobilisation en faveur de l'adoption d'une telle loi. En 1991, la Commission des droits de la personne mène des consultations publiques sur le contenu et l'adoption éventuelle d'une loi sur l'équité salariale. Elle dépose en 1992 un rapport dont la principale recommandation est l'adoption d'une loi proactive en matière d'équité salariale. En 1993, la Coalition en faveur de l'équité salariale dépose une pétition signée par plus de 65 000 personnes réclamant une loi proactive sur l'équité salariale. La même année, le Conseil du statut de la femme publie et présente au gouvernement du Québec un avis intitulé « Même poids, même mesure », dans lequel on recommande l'adoption d'une loi sur l'équité en emploi qui reconnaîtrait le caractère systémique de la discrimination et agirait sur deux volets, l'accès à l'égalité et l'équité salariale. En janvier 1995, la ministre responsable de la condition féminine, Mme Jeanne Blackburn, confie à 3 expertes la responsabilité de mener des consultations et de faire des recommandations relatives à l'adoption d'une loi sur l'équité salariale. Le comité de consultation créé par la ministre et composé des 3 expertes préconise l'application de cette future loi à toutes les travailleuses du Québec ainsi que la participation des salariés à la réalisation de l'équité salariale dans les entreprises. La mobilisation culmine en mars 1995 avec la Marche du pain et des roses contre la pauvreté, qui rassemble des groupes de femmes, des militantes et des associations syndicales. Parmi les 10 revendications portées par les participantes, nommons entre autres l'adoption d'une loi proactive en matière d'équité salariale. Enfin, en mai 1996, Mme Louise Arel, alors ministre de la Sécurité du Revenu et ministre responsable de la condition féminine, dépose un projet de loi. Ainsi, le 21 novembre 1996, l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité une loi proactive sur l'équité salariale. En vertu de celle-ci, les employeurs doivent corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des emplois majoritairement ou traditionnellement occupés par des femmes au sein de leur entreprise.